Vous le savez tous, la route de Zoro pour devenir le meilleur épéiste du monde arrive bientôt à sa fin. L'homme aux cheveux verts nous a montré qu'il était un sabreur d'exception, parvenant même à maîtriser le revêtement du Haki des rois. Un talent qui, on le rappelle, est maîtrisé uniquement par l'élite des combattants. Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, le manga n'est pas encore terminé. Ainsi, se pose la question suivante. Quel personnage pourrait lui causer du tort lors de ses affrontements futurs? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous présenter 5 adversaires redoutables que Zoro va affronter dans le futur. Donc restez bien jusqu'à la fin car je vous garantis que certains des personnages que je vais présenter sont très intéressants. Et bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas de découper le pouce bleu en petits morceaux, comme ça on se fait tous un barbecue avec, ça va être délicieux. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, eh bien montez dans le navire en vous abonnant grâce à un bouton, c'est pratique, vive la technologie. Ben Beckman. Considéré par un nombre de personnes comme le second empereur le plus puissant, Ben Beckman pourrait bel et bien affronter un jour Zoro dans un combat titanesque. Pourquoi cela? Eh bien tout d'abord, ces deux personnages partagent tous deux un calme exemplaire et sont intransigeants avec les règles. Et j'aime beaucoup cette dynamique parce qu'elle vient en opposition à leurs capitaines qui sont tous les deux des gros foufous. On a Luffy, le gros débile, et Shanks qui, on va pas se mentir, est également assez impulsif et n'en fait qu'à sa tête. Donc le fait que l'on voit Zoro affronter Ben Beckman et qu'ils se comprennent pourrait nous donner un combat vraiment agréable à regarder dans le sens où il y aura un petit peu une notion d'honneur et surtout de respect entre ces deux combattants. Et ce qui est encore plus cool, c'est que rappelez-vous, Ben Beckman a coupé le bras de Kid, ce qui signifie que ce mec ne rigole pas du tout. Et Zoro, il est un peu dans la même veine, c'est-à-dire qu'il va jusqu'au bout du combat et il est prêt à tout pour gagner. Donc encore une fois, ce combat va être sanglant. Bien sûr, certains me diront « Mais Ben Beckman a un pistolet, comment tu veux qu'il se batte contre un épéiste ?» Eh bien, ce qui me conforte dans cette idée, c'est que Zoro s'est déjà battu dans un film non canon contre une femme qui utilisait un pistolet. Et ne nous mentons pas, ce ne serait pas du tout choquant, dans le sens où Zoro, il s'est pas tout le temps battu contre des épéistes à proprement parler. Par exemple, King ne se considérait pas comme tel. Alors je vous le dis, un peu de changement, un pistolet contre une épée, ça ne serait pas de refus. Et plus que cela, les balles de Ben Beckman doivent avoir du haki renforcé dessus. Donc Zoro pourrait être amené à développer le sien également. Aussi, je le verrais bien maîtriser le haki de l'observation avancé, parce que je pense que vous aurez compris, les balles, c'est beaucoup plus difficile à esquiver. Et si Zoro veut se battre correctement, il devra gérer une rafale de balles tout en essayant de s'avancer pour vaincre Ben Beckman. Shiryu de la pluie. Nous le savons tous, l'équipage des Mugiwara est amené à rencontrer celui de Barbe Noire. Et ainsi, c'est en toute logique que Zoro sera amené à se battre contre l'épéiste de l'équipage qui est Shiryu. Et on peut déjà le deviner, ce combat sera extrêmement intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que Shiryu est un personnage très puissant, voire même beaucoup plus puissant qu'à l'époque d'Impel Down. Car rappelez-vous qu'à cette époque, Shiryu était aussi puissant que Magellan. Et Magellan, c'était pas le petit bouffon du coin. Non, Magellan, si vous vous rappelez bien, c'était la giga menace de l'arc Impel Down. Il a fait des ravages partout. Et Shiryu, à cette époque, était comparé à lui. Maintenant, dans un équipage d'empereur, en tant que second de Barbe Noire, et après une ellipse de 2 ans, vous pouvez deviner que Shiryu a un niveau stratosphérique. Et que Zoro, mine de rien, il va galérer contre lui. Plus que cela, il faut rajouter également le fait que Shiryu a désormais un fruit du démon. Et ce fruit du démon, c'est tout simplement le fruit de l'invisibilité. Alors bien sûr, beaucoup me diront « Mais Sim, ce fruit, il ne sert à rien. Zoro, il a le haki de l'observation. » Eh bien pour moi, ce serait une grande erreur de penser que lorsque l'on a le haki de l'observation, on peut tout le temps savoir où l'ennemi se situe. Pourquoi je dis ça? Parce que un combat, c'est dynamique, ça bouge. Shiryu, il va en lancer des attaques, il va aller à droite, il va aller à gauche, hop, petit coup là, petit coup là. Donc Zoro devra manœuvrer son haki de l'observation, plus essayer de l'attaquer. Et ça, c'est ça que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le haki de l'observation, il faut être au calme pour l'utiliser. Il faut être dans un état serein. Donc Zoro, dans ce combat, il affrontera quelqu'un de très puissant qui va rajouter une difficulté en plus, puisqu'il ne devra pas simplement donner des coups, mais gérer son stress et également développer encore plus son haki de l'observation. Donc encore une fois, un combat très attendu, un combat qui va être exceptionnel et on attend que ça. S-Hawk Prime. Si j'ai bien compris une chose avec les récents chapitres, c'est que les Séraphins sont probablement la plus grosse épée de Damoclès du manga. Créés dans l'objectif de devenir les êtres les plus puissants sur Terre, ils ont été introduits pour une seule raison: donner du fil à retordre aux Mugiwara et à leur alliance lors de la grande guerre finale. Je vous le dis, S-Hawk va faire des ravages dans le futur. Il n'est vraiment pas à prendre à la légère. Ainsi, le second round entre Zoro et S-Hawk pourrait être d'un tout autre niveau. Car à l'heure actuelle, S-Hawk n'est qu'un enfant. Et si par un procédé scientifique, ce dernier atteint l'âge adulte, alors le combat pourrait être extrêmement intéressant. Et beaucoup se demanderont comment les Séraphins pourraient atteindre l'âge adulte à la fin du manga. Eh ben, on va pas se mentir, quand on est dans le laboratoire de Vegapunk, ça m'étonnerait pas que ce dernier ait déjà développé un procédé de croissance accélérée. Et donc, on pourrait voir par exemple le gouvernement mondial censé
servir sur ces séraphins. Et comme je vous le disais, ces monstres ont été créés pour devenir les êtres les plus puissants sur Terre. Ce n'est pas rien. Donc, je parle de S-Hawk, mais préparez-vous à voir tous les autres séraphins avec un niveau exceptionnel. Et je trouve cela normal en fait. Parce que si on a Luffy et toute son alliance, je vois pas comment le gouvernement mondial pourrait se défendre s'il garde des petits séraphins et quelques membres du Sub-Zero. Ça n'aurait aucun sens. Et là, le fait qu'il y ait les séraphins de leur côté, cela pourrait rééquilibrer la balance des forces. Bien sûr, il y a également des chances que S-Hawk retrouve son humanité à un moment donné et il se battra peut-être du côté des Mugi. Mais je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On a tous envie de voir Zoro affronter ce S-Hawk à son plein potentiel. Sainte Mars. Membre du conseil des 5 étoiles, ce personnage est de plus en plus considéré comme un combattant par les lecteurs de One Piece. Et en effet, il y a toutes les raisons de penser dans ce sens. Tout simplement parce que déjà, il arbore une épée totalement badass. Et cette épée, cela ne m'étonnerait pas du tout qu'elle fasse partie des 12 sabres légendaires. Et parmi tous les sabres légendaires, le premier qui me vient en tête, c'est le Shodai Kitetsu. Un sabre qui, à l'heure actuelle, n'est pas apparu officiellement dans le manga. Nous connaissons uniquement son nom, et ce serait vraiment fou de se dire que durant tout ce temps où nous avons vu le Conseil des 5 étoiles, l'un d'entre eux le possédait. Mais ce qui est encore plus intéressant vis-à-vis de ce sabre, c'est qu'on sait que Zoro possède lui-même le Sandai Kitetsu. Et c'est également un grand fan de ces sabres. Donc, maintenant que nous avons vu qu'ils sont reliés tous les deux par les sabres Kitetsu, il y a de grandes chances que ces deux-là s'affrontent un jour. Et oui, tout pour le parallèle, tout pour le clin d'œil. Zoro pourrait même récupérer ce sabre de ce sale type. Et ça serait énorme. Mais bref, vous l'aurez compris, je pense, il ne s'agirait pas là d'un combat vraiment sérieux entre ces deux-là. Parce que, à moins que l'on apprenne que chaque membre du Gorosei a un niveau empereur, je ne vois pas Zoro galérer contre Mars. Pour autant, il y a des chances que ce dernier maîtrise des techniques interdites au sabre et qu'il puisse les utiliser contre Zoro. Pourquoi je dis ça? Parce que Mars est certainement très âgé. Et quand le temps n'a plus d'effet sur nous, on peut se consacrer à la maîtrise d'une technique. Ça veut dire que ce type, il a probablement vécu 5 fois la vie de Zoro, et donc s'il est nul au sabre, j'ai envie de lui dire, frérot, tu forces. Donc pour revenir sur la maîtrise des techniques de sabre de ce personnage, je le verrais bien avoir une totale connaissance des points vitaux du corps humain. Et cette connaissance pourrait être extrêmement utile. Tout simplement parce que selon certains experts, il y aurait 365 points vitaux dans le corps humain, dont 72 paralysants et 36 mortels. Ainsi, Mars serait en mesure de frapper avec précision les parties du corps de Zoro qui pourraient le faire le plus souffrir. Et donc, vous l'aurez compris, même avec une force peu impressionnante, il pourrait mettre à mal notre cher épéiste. Et ça, encore une fois, ce serait vraiment intéressant à regarder. Parce que la connaissance du corps humain n'a pas vraiment été exploitée dans One Piece. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce sont des robots, les personnages. Ils sont là, je fais une chute de 10 000 mètres, tranquille, j'ai rien. Il y a même pas une histoire d'os, il y a pas une histoire de sang, non. Zoro, il se fait castagne, il se relève tout de suite. Donc là, ce serait vraiment intéressant de voir qu'effectivement, même dans le monde de One Piece, eh ben, chaque être humain a des points vitaux. Parce que sinon, s'il n'y a pas ça, bah, on peut pas les considérer comme humains. En tout cas, quoi qu'il en soit, je suis quand même partisan du fait que le Gorosei a un minimum de connaissances en combat. Parce que pour des personnes aussi influentes, il est quand même nécessaire d'avoir des notions de défense. Mihawk. Comment parler des adversaires de Zoro sans mentionner la légende? L'homme que Zoro devra dépasser un jour. Mihawk, œil de faucon. Détenant le titre de meilleur épéiste au monde, Mihawk sera sans aucun doute le plus grand mur auquel Zoro va faire face. Zoro a traversé Grand Line. Il s'est battu contre tout un tas d'adversaires pour arriver jusqu'au jour où il pourrait vaincre l'homme aux yeux de faucon. Et ce combat tant attendu pourrait nous donner également énormément de réponses sur l'art du sabre. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, il est le seul à détenir une lame noire, signe d'un haki surdéveloppé. Aussi, rappelez-vous qu'il possède un sabre légendaire, le Kokuto Yoru, qui lui permet de déployer sa force de manière spectaculaire et de lancer des attaques dévastatrices. Plus que cela, je suis convaincu que Mihawk maîtrise absolument toutes les techniques au sabre. Et ça va jusqu'à le haki des rois. Car oui, il y a fort à parier que Mihawk détient également ce haki. Les gars, cet homme se battait autrefois constamment avec Shanks. Et on entendait leurs coups dans tout Grand Line. Donc, est-ce que ce serait pas là un indice de Oda pour nous dire que le clash de ces deux haki des rois faisait un boucan pas possible? Pour moi, c'est le cas. Mais plus que ça, il serait quand même assez fou de penser que Zoro, à l'heure actuelle, il est plus avancé que Mihawk dans l'art du sabre. Parce que, ne nous mentons pas, le revêtement du haki des rois, c'est une technique extrêmement forte. Et si on voit Mihawk affronter Zoro, et Zoro, il a ce talent extrêmement cheaté, je verrais pas l'intérêt du combat. Parce qu'on se dirait, bon, il y a un frérot qui possède le haki des rois, l'autre, certes, c'est le meilleur épéiste du monde, mais à part une grosse lame, il peut faire quoi? Donc bon, pour moi, il y a de grandes chances que Mihawk ait le haki des rois, mais également qu'il ait accès à un haki de l'observation supérieur. En effet, je vous rappelle encore une fois que Mihawk est surnommé le clairvoyant. Peut-être à la manière de ce que j'expliquais avec Mars, Mihawk
aurait une vision claire des points faibles de ses adversaires et pourrait même, pourquoi pas, voir leur circulation sanguine. Et si on apprend cela dans le futur, cela ne m'étonnerait même pas, parce que rappelez-vous que le premier combat entre Mihawk et Zoro, il s'est déroulé en une fraction de seconde. Mihawk, il a vu un seul point faible, un petit coup de poignard, et c'est terminé. Donc plus que tous les autres adversaires que je vous ai présentés, Mihawk est celui qui a attendu au tournant. Est-ce que cet homme a réellement le niveau d'un empereur, ou est-ce que c'est simplement une fraude? Pour ma part, je penche principalement vers la première option. Vous l'aurez donc compris, Zoro n'a pas encore terminé son chemin pour devenir le meilleur épéiste du monde. Pour autant, il faut comprendre qu'il joue désormais dans la cour des grands, et que les adversaires qu'il rencontrera lui apprendront de nouvelles techniques pour optimiser son combat final contre Mihawk. Car oui, il ne faut pas oublier que c'est l'objectif de Zoro. Depuis le début, il veut surpasser son mentor. Et pour y arriver, il devra redoubler d'efforts.